Ça, c'est ma politique. Lorsque je suis dans le bon, advienne que pourra, je fonce. Parce que ceux qui sont là, même s'ils m'admirent, même s'ils ne m'admirent pas, ils ne viendront pas travailler à ma place. Je me limite à constater qu'il y a des avancées. Et en face, il y a une opposition qui n'est pas prête pour aller aux élections. Lorsqu'on l'accuse, elle estime que ce sont, même si c'est elle qui va en recours devant la Cour suprême de justice, non, c'est elle qui a dit au procureur de me poursuivre. Non, on en dira un petit mot tout à l'heure parce que cette semaine, il y a eu aussi la contre-proposition au calendrier global. Oui, nous sommes une crème intellectuelle, journaliste de Cirquois. Quand nous disons certaines choses, nous devons les dire avec aisance et honnêteté. Dire que l'FMI revient, la RDC avance et l'FMI revient. Il est là, le numéro 2. Il y a mon ami qui va plus loin dans la brutalité langagère pour dire que la MONUSCO aussi revient. La MONUSCO est là. Elle est revenue, papa. Ayons du respect à la MONUSCO avec tout ce qui nous Parlons des opérations. J'en arrive, je précise justement. Ayons du respect à cette institution qui nous a beaucoup soutenus. Qui nous soutient toujours. Il peut y avoir des infirmités d'une manière ou d'une autre, mais dans l'ensemble, vous avez des infirmités ou des rendez-vous manqués? Qui nous soutient, je reviens. La RDCP, traquer le FDLR, mais nous avons besoin de la logistique. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de notre expertise. J'en arrive. On est encore loin de là. Je reviens pour dire que nous avons connu un lobbying pareil dans ces pays. Nous sommes dans les années, je ne parle pas des années 64, mais celui d'or. On sortait de la rébellion, mais Moïse Tchombe a réussi à stabiliser les pays dans les cadres sociaux. Je ne parle pas des cadres macroéconomiques. Mais il avait le rédicat de Belge. En 64, il y a quelqu'un qui a réussi. C'est celui-là, on le cherche encore si le Congo aura encore un tel Premier ministre. Il a réussi en 64, bien qu'on sortait de la guerre. Cela ne pose pas un problème, Congo, pays post non, on peut réussir. Il y a encore celui-là qui a réussi, qu'on a appelé le Bembadoula. Cyril Adoula a réussi là-dessus. Il a réussi à nourrir les peuples. À nourrir les peuples dans ces pays. Contrairement à ce que nous assistons. Je reviens pour dire qu'on a connu ces gens. Vous saluez ou pas les successions Non, les successions, la question fondamentale est là, Jean-Marie Kassa. Quel est le programme qui nous a conduit à voter Kabila? Le programme est là. Nous nous posons la question. Donc, toutes les retombées, ça ne vous dit rien? Non, ça me dit quelque chose, mais nous nous posons la question. L'applicabilité de ces programmes a atteint les 70%, a atteint 70%, ou ces programmes-là souffrent encore au niveau des 40%, parce que tout ce qui se passe dont vous faites allusion, ça fait partie du programme, n'est-ce pas, des Kabila. Mais la question fondamentale à cette table, est-ce que ce programme a atteint 60%, a atteint 70%? Le Premier ministre qui a été de piloter le programme du chef de l'État le fait bien? Est-ce qu'il va réussir? Parce que nous sommes en 2015, il nous reste une année. Voilà les questions fondamentales. Dire que Bukangalonzo et consort, nous devons tabler sur... Mais pourquoi vous passez en revue? Il faut comptabiliser quand même ces inaugurations, ces réussites. Mais oui, mais ces inaugurations-là peuvent faire partie de 20%, peuvent faire partie de 30%. C'est nous, experts, journalistes, devons nous dire, menons une enquête minutieuse sur les programmes de Kabila. Les 5 ans, est-ce que ce programme s'est appliqué rationnellement ou ce programme souffre encore d'applicabilité? Il faut aller au ministère. Alors, lorsque nous tombons dans ce moment-là, nous verrons que soit Kabila, il lui faut un autre Premier ministre, soit celui-là, il est tenté d'échouer. C'est là le programme. Donc, tout ce qui est comme inauguration, tout ce qui est comme inauguration fait partie du programme, n'est-ce pas? Attendez. Où est le rapport entre le programme de Joseph Kabila qui est inscrit dans la durée et le Premier ministre? Oui, la révolution de la mode. Mais oui, il y a coïncidence. Le Premier ministre est là pour appliquer les programmes. Oui, l'applicabilité. Il y a eu Mouzito, mais s'il applique. Matata 2, et puis il y a des retombées. Dans le présent, s'il l'applique mal, la question fondamentale est là. Le dos avec Bon, moi je voudrais plancher sur une autre manche de la question en rapport avec toutes ces réalisations pour dire que ça doit nous motiver à faire davantage mieux. Et je crois que l'évaluation, la meilleure évaluation d'un programme, c'est au terme du mandat. Et si on est à mi-parcours, c'est le ministère du Plan qui est chargé des données. Qui a les paramètres. Voilà, qui a des paramètres. Je crois que si nous devons mener des enquêtes, la question soulevée par les il doit nous recevoir. Est pertinente. Donc, il ne nous appartient pas, nous, journalistes, d'évaluer en termes de pourcentage, mais d'aller vers les services compétents pour avoir les données et donc évaluer l'exécution d'un programme comme celui-là. Alors, par rapport
réalisations d'une manière générale, je crois que on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Il faut encore faire du chemin parce que... Et surtout quand on prend la RDC, voilà. Qui était dans le gouffre, Oui, qui était oui. dans le trou, Tout et à elle est fait. sortie du trou. 3 décennies durant, Oui. le pays était par terre. Maintenant, on se remet debout. Il faut des efforts. C'est comme je disais autrefois qu'il y a un procès de métaphore. Lorsqu'on sort de l'agonie, on ne peut pas marcher le même jour. Il faut du temps. Et c'est là que j'ai dit que la communauté internationale... en tout cas, applique une politique de 2 poids 2 mesures en termes de réalisation des chefs d'État africains, pour certains chefs d'État africains. Vous savez par exemple que pour le Tchad, le président arrive presque fin mandat, mais je connais des chefs d'État occidentaux et même des chefs d'État africains qui demandent qu'il prolonge encore son mandat parce qu'il a envoyé son armée traquer le Boko Haram. Mais lorsqu'on envoie l'armée au Congo traquer les FDLR, on vous dit, comme la dame qui vient remplacer Rasfengold, il le disait il y a une année, qu'on ne brigue pas un mandat 2 fois, ainsi de suite. Donc vous comprenez qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures dans le chef comme en Égypte, des faiseurs de rois, et donc c'est quelque chose qui... on ne le dit pas seulement pour le cas du président Kabila, mais pour le cas de tous les présidents africains, même tous ceux qui viendront après Kabila, parce que si nous laissons l'Occident agir de cette façon, c'est que nous allons, comme Harold l'a dit, brader notre souveraineté et nous ne saurons pas faire... Alors justement, embryon pour entrer dans le deuxième sujet... Monsieur Jama, pardon, il y a monsieur Ludo, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous devons jouer notre rôle. Si le président tchadien est à l'aise, il s'inscrit, n'est-ce pas, dans les paradigmes internationaux. C'est quoi les paradigmes? Nous avons la lutte contre le terrorisme. Nous avons, on le fait déjà. Nous avons cette histoire des droits de l'homme. Est-ce que le Congo s'inscrit pour jouer son rôle? Le Congo doit jouer son rôle. Il doit se choisir le rôle qu'il doit jouer, qu'on se dit, mais on ne doit pas laisser ces présidents partir comme ça par rapport. Quel est le rôle que joue le Congo? Tout à fait. Je pense simplement... Quel est le rôle du Congo? C'est lui-là, il est en train de lutter contre le terrorisme. Et nous, on le fait déjà contre... alors, nous devons le faire mieux. C'est à peine en retard, nous voulons plaquer le FDLR. En retard. Très attention avec la Le ruse. Congo doit jouer son rôle. Nous devons faire très attention avec la ruse de mon ami Daniel Safou, que je connais la nuit tout comme le jour. Nous devons faire très attention avec Daniel Safou, qui est habitué des stratosphères. Je dis ceci. Non. Tu l'appuies ironiquement en te référant au raccordement frauduleux. Il se pose un problème. Cette communauté internationale, la nébuleuse, est sans âme et sans raison. Elle est cynique et elle n'a que ses intérêts. Mais qui vous avez atteint le cadre macroéconomique. Mais je t'ai dit ici, les téléspectateurs, à témoin que je m'en fous de ça. Nous n'avons pas demandé à la communauté internationale de constater ça. Pas parce que nous-mêmes, nous le sentons avec le... Nous constatons que le gouvernement n'hésite pas. Attends. C'est lui qui constate ça. Je suis en train de dire ceci. Ton ironie est tellement savante qu'il n'y a que des sages comme nous qui devons nous en rendre compte. Je dis que cette communauté internationale n'a rien à dire. Un pays s'inscrit dans ceci ou dans cela, ça ne veut rien dire pour des cyniques. Dans la mesure où, je l'ai toujours dit, démocratie, gouvernance, droits de l'homme et consorts, ce sont des idéaux. Un idéal n'a jamais été atteint. Lorsque tu nous réduis ici à comprendre que pour avoir de l'emprise ou de la considération sur l'échiquier international, il faut répondre aux besoins de ceci ou de cela, mais c'est à Paris qu'il y a de graves violations de droits de l'homme. Ce sont les mêmes qui prennent les droits de l'homme qui vont embrasser les criminels comme Nkunda Babato et comme Alassane Draman Ouattara. Donc ne nous amène pas sur ce terrain-là. Non, je m'en fous, mon cher ami. Il y a un incident diplomatique et dans le chef des gens du tiers-monde qui dénoncent, qui disent la vérité, mais quand eux-mêmes font des incidents diplomatiques, il n'y a pas de problème. C'est un discours des années 60. J'ai fini par ça. C'est un discours des années 60. Je m'en fous éperdument. Nous sommes en plein 20e. Je m'en fous éperdument. On peut tromper tout le monde, sauf sa conscience. C'est fini. Je comprends que je comprends que tu as un problème sérieux. Ton discours. Alors là, peut-être que il est encore dans les années 60. Je comprends que tu as un problème sérieux contre le nationalisme et contre le lumumbisme, mais je m'en fous éperdument. Je dis plutôt, permettez il y aura des Kabeka qui vont avoir lieu pour alors, que tout le monde marche. Permettez qu'on aborde maintenant le deuxième sujet et vous allez rester dans votre patriotisme, nationalisme, même panafricanisme africain, parce que on a constaté que quand il y a alternance appelée par Daniel Safo de tous ses voeux, les pays africains brillent toujours par une espèce de chasse aux sorcières qui n'en dit pas
vraiment son nom. On prend les cas du Sénégal. On a poursuivi Karim Wade et quelques proches de Wade par rapport à des problèmes de gouvernance, des détournements, etc. Au fur et à mesure que le procès avance, les chefs d'inculpation changent. On découvre qu'on lui reprochait d'avoir détourné autant de milliards et on finit avec quelques centaines de mille. Et finalement, on tend vers soit l'acquittement, soit vers un verdict qui ne va pas vraiment être à la hauteur. Et on est en train de le vivre en ce moment en Côte d'Ivoire avec le procès des ex-Gbagbo 80. On a commencé par atteinte à la sûreté de l'État. Après, maintenant, on arrive à trouble à l'ordre public. Et finalement, le 20 ans requis pour... C'est 10, je crois. Hein. Oui, non, c'était 20 ans d'abord, et puis c'est 10. Maintenant, on parle de 3. Et finalement, aucun membre de partisans de Ouattara dans le compte. Et on n'a pas vu l'activisme de la presse internationale pour dire que c'est, on va dire, une justice spectacle, etc. Alors, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que Ouattara, qui a été installé dans les conditions que nous connaissons, avec le représentant de l'ONU qui a proclamé les résultats depuis un hôtel, etc., on sait que Wade a été poussé, notamment par certains lobbies, on va dire libéraux, qui étaient proches de Macky Sall au Sénégal, pour d'abord lâcher et puis revenir sur l'argent de monarchie de Qatar, notamment les Koweït, qui avaient financé à l'époque cet argent dont il s'agit. Est-ce que les pays africains peuvent quand même faire la justice sur leur continent en rétablissant ce qu'on appelle l'alternance pacifique? Parce qu'on a dit Sénégal, pays de démocratie, ce n'est pas la démocratie du tout. On dit Côte d'Ivoire, depuis la mort de Fouet-Bani, démocratie, il n'y a pas de démocratie du tout. Que faire maintenant? Merci. Non, alors, commençons par là. Il faut que ça tourne. C'est moi qui devais avoir la parole. Oui, on y va. Non, je crois que c'est ça. Et bizarrement, on ne voit pas la presse panafricaine qui est surtout installée dans la capitale occidentale. C'est dommage. Ne dénonce pas ce genre de choses. Ça rentre dans ce que j'appelais autrefois l'assomption du quatrième paradigme du néocolonialisme, et avec tout ce que nous connaissons boutiqué à l'étranger pour placer tel chef d'État africain à la tête du pays, ainsi de suite, et puis on crée même des alternances, et puis après on laisse. Est-ce que vous savez que ce comportement qui n'est pas dénoncé par la communauté internationale fait que certains chefs d'État aujourd'hui, pour lâcher le pouvoir, ça devient un problème. Parce que ceux qui ont provoqué l'alternance commencent à régler les comptes aux autres. À pourrir la justice. Voilà, la justice des plus forts. Pourquoi on n'a pas jugé Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? C'est parce que Harold le disait autrefois, on sait que si on le juge là-bas, il a une popularité derrière lui et ceux qui le jugent ne seront pas en paix parce que la population va se lever pour dire là ça ne va pas, voilà ce qu'il faut faire. Donc je crois que cette politique de 2 poids 2 mesures devrait également interpeller les dirigeants africains, interpeller aussi les opposants africains qui militent pour l'alternance. Nous les encourageons d'ailleurs parce que c'est ça le sens de la démocratie. Mais ne militez pas pour l'alternance en vue de régler des comptes à vos adversaires. Parce que vous allez les pousser à développer des réflexes de conservation anarchique, autocratique du pouvoir et ça va porter préjudice à la démocratie. Donc je crois que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Sénégal, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Et d'ailleurs, je voudrais ici, en passant, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, saluer la clairvoyance qui à l'époque était celle de Houphouët-Boigny, qui avait lui déjà vu très loin en préparant non pas un dauphin, comme on en parle chez nous ici, mais plutôt un héritier politique, parce qu'en Côte d'Ivoire, la notion... Henri Konan Bédié. Voilà, Henri Konan Bédié, c'était l'héritier politique de Houphouët-Boigny. Oui, on lui a en place du dauphin constitutionnel, parce qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution prévoit que lorsque le chef de l'État n'est plus, ou il meurt, ou il cesse d'exercer ses fonctions, automatiquement, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc là, on parle d'un dauphin constitutionnel, et cette notion est souvent confondue, même dans notre espace public, tantôt on parle du dauphin, tantôt d'héritier politique. Et c'est très important qu'on songe à tout ça pour éviter
que... le règlement des comptes à ce point. Le règlement des comptes, ce n'est pas une très bonne chose. Ça pousse les chefs d'État en fonction à s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Ce n'est pas une très bonne chose. Je crois que nos oppositions africaines devraient vraiment... Alors, nos opposants qui sont partis aux États-Unis faire les sittings devant la Maison-Blanche, qui sont revenus avec des calendriers alternatifs, etc. Quand tu vois ce qui se passe au Burkina, accessoirement, mais